Vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Donc la Flotti, c'est l'espace de coworking, enfin c'est un des espaces de coworking qui existe à Crozon, qui a été mis en place en 2016 par la communauté de communes de Crozon et de l'Aulne-Maritime. C'est un espace qui est situé en centre-ville, qui accueille des gens qui sont des indépendants, qui sont des télétravailleurs, des gens qui sont de passage également dans le territoire, parce qu'on est évidemment dans un territoire hyper touristique, donc potentiellement des gens qui ont besoin d'une connexion, qui ont besoin de quelques jours pour pouvoir se poser, pour travailler ou rester peut-être, pourquoi pas un peu plus sur le territoire en se disant bah, je continue mon séjour, mais je recommence un peu à travailler avant de vraiment retourner au bureau. Donc voilà, on propose aussi, enfin, alors on a un espace qu'on appelle l'open space où les gens viennent avec leur propre ordinateur et viennent travailler. On a aussi également un bureau privatif et puis une salle de réunion. On est plutôt sur un petit coworking en fait, et on propose également des animations autour de permanence juridique, de permanence comptable, etc. Alors les gens qui viennent, on a des gens qui font, donc, comme je l'ai dit, du télétravail. On a des indépendants, on a des gens qui sont vraiment en séjour, qui ne sont pas du tout du territoire et qui viennent pour quelques jours. On a voilà, un peu ce type de personnes. Ça coûte combien Alors profiter du service? on a deux formules. On a une formule nomade, c'est-à-dire c'est des gens qui savent qu'ils ne vont pas revenir très régulièrement. La journée en formule nomade, ça coûte 14 € en open space. Et on a une formule où on a une cotisation, et là les tarifs sont un peu moins chers. Voilà, on est sur des tarifs qui sont quand même pas très chers, et notamment pour les salles de réunion. Je crois qu'il y a quelques pistes d'amélioration potentielle pour qu'il y ait plus de monde qui viennent et qui Oui, profitent du tout à dispositif. fait. Alors, quand on veut faire du télétravail, on sait très bien maintenant qu'avoir juste une connexion Internet, c'est pas suffisant en termes de plus-value. Parce qu'on peut très bien aller se connecter en Wi-Fi dans le bar du coin pour pouvoir, avec son ordinateur, travailler un peu à distance, ou alors dans les hébergements où on est, il y a quasiment du réseau partout. Plus ou moins bon, on sait aussi, mais il y en a quand même de façon assez accessible. Donc il faut que les espaces de coworking, pour que ça fonctionne, il faut qu'ils soient accessibles, qu'ils soient proches du lieu où on est. Il faut également qu'il y ait un socle d'habitués. Proche, c'est un quart d'heure maximum. Ouais, en gros, tous les espaces de coworking, il y a un consensus là-dessus, c'est à peu près un quart d'heure. Il faut qu'il y ait du monde, il faut que ce soit convivial. Sinon, bah, en fait, si c'est à plus d'un quart d'heure et s'il n'y a pas grand monde, bah, en fait, autant je caricature, mais rester travailler de chez soi en pyjama, en fait. Et avec derrière son ordinateur, personne ne s'en rend compte, et puis on peut travailler comme ça. Mais sauf qu'il y a un risque d'isolement, notamment quand on fait du télétravail, et c'est pour ça que les gens ils viennent dans les espaces de coworking, c'est pour rencontrer des gens, pour avoir aussi un rythme, pour avoir un cadre, en fait. Il y a besoin de ça. Mais il faut de la souplesse. Il faut que les espaces soient ouverts sur des plages qui soient assez longues. Il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit convivial. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, on aura une pause après la première table ronde et après une autre série de pitch suffisamment longue pour que vous ayez l'occasion d'échanger avec l'ensemble des personnes qui vont venir présenter les différents services et initiatives qu'on a proposé de mettre au programme. Chaque structure aura son stand, donc vous aurez le temps d'échanger beaucoup plus longuement avec chacune de mes voisines et les autres intervenants de tout à l'heure. Amélie Dumoulin, vous êtes donc chargée de projet et d'animation. Vous représentez entre autres l'association Brest à pied et à vélo, mais pas que, et je vous laisse nous expliquer. Merci. Vous m'entendez? C'est celui-là. Là, c'est mieux? Voilà. Donc moi, je vais vous parler de vélo. Je m'inscris bien entendu dans la mobilité quotidienne, mais également dans l'intermodalité. Le vélo s'inscrit dans un système de transport où il n'est qu'une partie. Peut-être, quand on parle train, on parle de vélo pliant, on parle de covoiturage. Le vélo, ça peut s'inscrire dans tout un trajet où tout n'est pas fait à vélo. Donc, c'était une petite introduction. Sachant cela, la part modale du vélo en Finistère est encore très faible, trop faible. Et nous, en tant que Brest à pied et à vélo, au sein de la Fédération des usagers de la bicyclette et du réseau des ateliers participatifs et solidaires Le Recyclage, nous mettons en œuvre toute une série d'actions
qui va créer ce qu'on appelle le système vélo, qui va donc essayer de remettre ou de mettre les gens en selle. Et quand je dis les gens, je dis aussi, pourquoi pas, vous aussi. Voilà. Donc comment on fait ? Je vais vous parler en particulier de la vélo-école. Alors la vélo-école, on pense enfant. Cependant, la vélo-école, au départ, ce sont surtout vers un public adulte. On oublie souvent qu'il y a des gens qui n'ont pas appris à faire du vélo quand ils étaient petits. Je parle souvent de personnes immigrées, souvent de femmes première, deuxième, troisième génération. Mais je parle aussi de toutes ces personnes, dont nous, qui avons fait du vélo, mais qui ne l'utilisons plus au quotidien et qui ont besoin d'accompagnement et qui ont besoin de soutien pour s'y remettre. Donc la vélo-école, ça va être des séances, plusieurs modules, en fait, module 1, module 2, module 3, selon le niveau du public. Le module 1 est donc pour apprendre à faire du vélo, ce qui est très difficile quand on est un adulte parce qu'on a beaucoup plus de peur que quand on est enfant. Et les modules 2 et 3 vont être pour s'insérer dans la circulation. Cette vélo-école, en tant que Brest à pied à vélo, nous l'opérons depuis 2015 avec le soutien de Brest Métropole et indirectement avec le soutien de l'État et de la région via de l'aide à l'emploi. Ce sont des financements bien sûr temporaires qu'il faut réactiver, et il faut trouver une viabilité, une pérennisation pour une pérennisation de cette activité. La vélo-école, bien sûr, n'est pas une activité viable, étant donné que nous touchons des publics avec un faible revenu et qu'il y a besoin de beaucoup de moyens humains pour que ça tourne, puisque c'est un accompagnement parfois one-to-one pour les personnes qui commencent tout juste à apprendre à faire du vélo. Donc, on a besoin de financement public parce que c'est une activité d'intérêt général. Je vais également vous parler de la vélo-école dans sa dimension animation scolaire. Là, on est toujours sur de la belle vélo-école avec toutes les associations dont je ne vous énumère pas tout, mais toutes les associations du réseau. Donc, je voulais parler des animations scolaires. Nous sommes également financés par Brest Métropole en tant que Brest à pied et à vélo pour faire des animations en milieu scolaire auprès de 9 structures par an et où on va ne pas parler que de vélo d'ailleurs, on va également parler de s'inscrire dans son territoire autour de son école, de penser à son déplacement. Est-ce que là je vais le faire à pied? Est-ce que là je peux faire du covoiturage? Bien sûr, on parle aux enfants, donc est-ce que là je peux parler à mes parents de faire du covoiturage, etc. Et donc depuis 2017, nous intervenons auprès de 9 structures par an. C'est un financement ADEME via Brest Métropole également. Donc là, je parle beaucoup de mon expérience en tant que Brest à pied et à vélo, mais bien sûr, il y a également Carnavélo à Quimper, Canandour à l'Anilis qui sont là aujourd'hui, et Quimper en roue libre qui sont là aussi aujourd'hui et qui seront au stand au-dessus si vous avez besoin de précision. Donc j'ai parlé de la vélo-école, mais bien sûr, nous avons une activité bien large en termes de service vélo aux usagers, quels qu'ils soient. En particulier, l'atelier de réparation participatif et solidaire qui permet aux personnes de mettre les mains dans le cambouis. Nous sommes dans une activité d'autonomisation. On essaye en fait de dire aux gens qu'ils peuvent un peu réparer, ils peuvent un peu faire du vélo. Hein. Bon, on est toujours au début sur des marges de progression qui peuvent partir de zéro. Donc je parle de un peu et puis après... pourquoi pas faire de grands déplacements ou se mettre à faire son propre vélo à partir des carcasses que l'on récupère. Tout ça, c'est à des tarifs extrêmement modiques, que l'on souhaite modiques, parce qu'en effet, l'accessibilité de tous, à tous et à toutes de ces services est extrêmement importante. Le vélo, c'est un mode de déplacement économique et qui s'adresse à des personnes à faible revenu aussi. Donc on a une... Pour vous donner un peu une adhésion, en gros, adhésion à l'association permet d'avoir accès à ces services, vélo-école, prêt de vélo, assistance électrique. Là, si tu veux, tu peux changer. Voilà, prêt de vélo, assistance électrique. Ce qui nous permet en fait de mettre des gens en selle, et ces gens qui commencent sont très heureux de trouver des infrastructures. Donc j'en viens à notre dernière piste d'action toute petite. En tant qu'association d'usagers, nous sommes souvent sollicités par les collectivités pour nous demander en fait des propositions d'itinéraires, des propositions de comment faire en fait pour mettre les gens à vélo. Et donc là, on voit, je vous parle de en route pour le travail en passant par la véloroute du littoral. Juste pour vous rappeler
le lien qu'il y a entre les déplacements domicile-travail et le déplacement loisir. Quand on fait une infrastructure loisir, elle peut, mais pas toujours, elle peut être également pertinente pour les déplacements domicile-travail. C'est une réflexion que l'on mène avec les collectivités ensemble. Merci beaucoup. Un petit complément, je crois. Anaï ? Oui, un complément sur les projets aussi en termes de coworking. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé et on pourra en parler parce qu'il y a également un stand de coworking, donc on pourra voir ça ensemble. Au niveau de la communauté de communes de la presqu'île de Crozon, le maritime, on parlait de 1/4 d'heure d'accessibilité pour les espaces. Donc là, le premier qui existe, il est à Crozon. Il y en a un autre qui va ouvrir à Pont-de-Buis au printemps, donc dans l'ancienne mairie de Pont-de-Buis. Un troisième à Camaret et un quatrième au Fou. Donc ça veut dire qu'il y aura un réseau très important, vraiment un maillage des espaces de coworking à l'échelle du territoire. Et puis dans le Finistère, vous devez en connaître, il y a aussi pas mal d'autres espaces de coworking qui existent en milieu rural, en milieu urbain, un peu partout. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc rendez-vous sur le stand tout à l'heure pendant la pause forum. Bonjour, donc je suis Alban Durand, directrice de l'association EOP. C'est une association qui agit sur tout le Grand Ouest, de la Loire-Atlantique jusqu'au département du Finistère, en passant par Rennes et puis le Morbihan. On accompagne les changements de comportement pour développer la pratique du covoiturage au quotidien. En fait, à l'association, on a une mission. La mission qu'on s'est donnée, c'est de mettre tout en œuvre pour développer cette pratique du covoiturage du quotidien, quel que soit l'enjeu du déplacement, que ce soit le domicile-travail ou l'accès aux biens, services et équipements, ou l'accès aux loisirs, ou l'accès à la culture. Et donc, du coup, on agit et on fédère et des territoires et des générateurs de déplacement. Ce que j'appelle des générateurs de déplacement, ce sont par exemple des entreprises ou justement une salle culturelle ou un événement comme aujourd'hui, par exemple. Et on fédère aussi donc les collectivités, les générateurs de déplacement, et on travaille avec les acteurs sociaux, les acteurs de l'environnement et les acteurs de l'insertion professionnelle et les acteurs économiques. En fait, voilà, on est un petit peu au carrefour de tout ça et on fait le lien avec les usagers parce que nous, on est quotidiennement en contact des citoyens, des salariés, des gens qui sont en recherche d'emploi pour essayer de leur apporter une solution. Voilà. Et chez EOP, du coup, on pense que pour développer cette pratique du covoiturage au quotidien, vous voyez bien que ce n'est pas encore complètement acquis, hein, voire même très marginalement acquis. Du coup, pour accompagner pour que ça se développe, il faut agir et il faut lever les freins psychosociaux à un nouvel usage de la voiture et du coup aller plus vers la voiture et les trajets partagés. Et donc on pense que, on agit, tant sur le terrain. Donc on agit sur le terrain avec les employeurs, avec les collectivités, on sensibilise, on fait des défis, un mois pour covoiturer, des choses comme ça. Et on a un exemple, là-haut on a un stand, on a un petit exemple pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on travaille. Et puis donc on agit sur le terrain et on invite les gens à s'inscrire sur un site internet de covoiturage, parce que là à un moment donné il faut bien qu'il y ait un outil qui quand même recense un petit peu tous les gens qui ont envie de s'y mettre et puis pour qu'ils puissent faire un petit peu leur marché, en fait, avoir une visibilité de ce qui est proposé. Donc on travaille avec wesgo.fr, donc le site de la collectivité du Finistère et puis même Grand Ouest. Et une fois que les gens sont inscrits, malheureusement, souvent ils s'arrêtent là. Et donc nous, on a aussi un travail en plus d'aider à la mise en relation, voilà, à la constitution des équipages. Parce que je pense que vous, comme moi, on s'est tous inscrits sur un site internet et puis en fait, on n'a jamais été au bout de notre chemin ou de notre démarche. Surtout quand on est dans un changement de comportement, c'est bien une démarche qui n'est pas habituelle, qu'il faut accompagner. Donc du coup, on est là aussi derrière, quand les gens sont inscrits sur Wesgo, on est là aussi pour les aider à se mettre en relation, en
en leur envoyant des petits messages, par exemple, voilà, vous n'avez pas déposé votre trajet, monsieur, donc si vous n'avez pas déposé votre trajet, vous êtes inscrit, mais ça va être compliqué pour quelqu'un d'autre de pouvoir vous retrouver. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça. Et on a une vision en fait qui est de faire du covoiturage aussi un outil de création de liens et un outil d'inclusion sociale. On est une association, on est du domaine de l'économie sociale et solidaire et on s'en revendique. Donc du coup, on a un projet qui est à la fois de développer le covoiturage auprès des salariés qui ont un emploi et qui ont une voiture. Et ben, tout cela, on les invite pour les enjeux environnementaux et puis économiques, voilà, un coût du carburant par exemple à faire du covoiturage. Mais aussi, on parlait d'inclusion numérique justement, là tout de suite. Il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas accès à l'emploi parce qu'ils n'ont pas de solution de mobilité et qui en plus peuvent être un peu, pas forcément experts sur tout ce qui est les usages du numérique. Donc on a un service qui s'appelle EOP Solidaire qui est de prendre, c'est un numéro de téléphone, hein, ça répond à votre question monsieur, un numéro de téléphone, il y a quelqu'un à l'association qui prend la demande, qui dit oui, ok, vous cherchez un trajet pour demain, aller travailler dans telle entreprise, vous avez un contrat par exemple d'une mission d'une semaine, vous n'avez pas de solution, on va essayer de vous en trouver une et on va vous mettre en contact avec la personne. Et là, il suffit juste d'un téléphone en fait. Pour autant, les autres se sont inscrits sur la plateforme Wesgo. Donc il y a quand même, c'est intéressant, c'est la mixité des deux et c'est la particularité du projet. Et demain, très vite, à partir de janvier 2019, on devrait expérimenter une solution de covoiturage pour l'accès aux biens et services et équipements, avec toujours ce même modèle qui est vraiment celui qu'on a inauguré et puis qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on mobilise des gens qui font des trajets et qui ont la voiture pour aider aussi, pour covoiturer entre eux, mais pour aider aussi ceux qui n'ont pas la voiture et qui voudraient bien faire ce trajet-là. Et on a un site web, on est des activateurs du covoiturage, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on se décrit. On a un site web qui s'appelle eop-covoiturons-nous.fr où tout est expliqué dessus et une page EOP aussi. Voilà. Merci beaucoup Elban. Alors on reste dans le partage de la voiture, mais cette fois on parle plutôt d'autostop participatif sur la presqu'île de Crozon avec vous, Armel. Alors bonjour d'abord à toutes et tous. Alors moi je vais vous relater un peu le projet Octopus.net, donc qui est né sur le territoire de la presqu'île de Crozon, le maritime, avec toujours cette envie de faire un peu progresser la problématique de la transition à notre échelon, à l'échelon du citoyen, et c'est de faire comme le colibri, faire sa part, une petite part, mais cumulée, bien sûr, on peut agir tous ensemble. Donc c'est parti forcément de différents constats. Le premier constat, que les voitures sont sous-exploitées. 80% des voitures ne fonctionnent qu'avec le conducteur, généralement. Et donc de voir tout ça, une sorte d'agacement est né, et de se dire, bon, allez, hop, il faut y aller, et hop, on l'utilise aussi. Il faut y aller, et donc du coup, on n'est pas parti de zéro parce que ce dispositif d'autostop organisé existe sur d'autres territoires en France. Donc on a d'abord forcément été voir ce que faisaient les autres pour s'en inspirer et puis bien sûr recueillir leurs témoignages, les points forts, les points faibles des différents projets de manière à ne pas sombrer dans les mêmes erreurs. Donc pour se soucier de bien dupliquer le projet. Et on a également été voir les habitants, bien entendu, ceux qui sont les plus concernés, bien sûr, en faisant des rencontres dans chaque commune pour essayer de faire recueillir, de recueillir en tout cas leurs sentiments là-dessus, sur cette problématique de transport en presqu'île de Crozon, donc dépourvu de transport en commun, en tout cas sur des horaires étendus. Donc voilà, on est parti de cette envie-là, en tout cas, de s'engager et de proposer un service donc d'autostop organisé. Alors ça marche comment ? Alors pour expliquer comment ça marche, d'abord, il faut expliquer quand même les freins à lever pour faire de l'autostop aujourd'hui. C'est une démarche qui était faite assez aisément il y a encore quelques décennies. Aujourd'hui, il y a des freins, et notamment le premier frein, c'est qu'on identifie, c'est sur qui je vais tomber. Voilà. Donc de tomber sur quelqu'un qui appartient à un réseau de confiance, c'est déjà lever ce petit frein-là. Donc Octopus.net, c'est déjà ça, c'est un réseau d'habitants qui délivrent leur identité, qui participent à un mouvement et qui sont donc identifiés.
Deuxième frein, on est en Bretagne. Quand on part sec, on aimerait bien arriver sec également à son point d'arrivée. Alors pour ça, on a essayé de trouver les éléments, les endroits les plus propices à faire l'autostop organisé, donc à savoir les arrêts de bus. Voilà, ils sont déjà équipés, ils sont là. Malheureusement, ils ne servent le matin et le soir avec la desserte des bus. Donc pourquoi pas utiliser ces arrêts de bus en journée, avec une dérogation, ça c'est quelque chose à négocier avec les services ad hoc. Et aussi, qu'on n'imaginait pas au début, mais tous les matins, vers 9h, enfin 8h30, 9h, sur tout le territoire, on voit une flopée de collégiens qui se réunissent à des petits abris. Encore un élément important, il y a des abris en fait qu'on ne voit pas. On ne voit pas, donc on pouvait également les utiliser pour faire de l'autostop organisé et donc se protéger de la pluie en attendant la voiture salvatrice. Et le troisième frein, identifier tout autostoppeur, bien sûr, c'est si je pars à l'heure, a priori, est-ce que j'arrive à l'heure ? Voilà. Alors ça, pour pratiquer de l'autostop, il suffit de prendre 5 minutes ou 10 minutes parfois d'avance et on est sûr d'arriver à l'heure. Bref. Donc l'idée, c'est de créer un dispositif que les gens s'identifient là-dedans, qu'ils puissent également avoir du matériel pour s'identifier entre usagers Octopus. Donc, par exemple, un autocollant à poser sur son sac à dos, un autocollant à poser sur la voiture quand on est conducteur, un autocollant posé sur un carton, enfin bref, un moyen d'identifier les usagers. On a aussi pensé aux gilets jaunes, mais je ne sais pas si c'est le meilleur moment de l'utiliser. Donc, un outil qui permet de fédérer les gens autour de ça. Il y a une charte d'engagement également. Donc, l'usager, quand il va sur Internet, quand il se connecte, qu'il crée son compte, qu'il s'identifie, il signe également une charte de bonne conduite, bien entendu. Bonne conduite dans tous les sens du terme, bien entendu. Donc, les gens s'y identifiés. Alors l'outil permet également autre chose. L'outil informatique, j'entends. Il permet également... Une capture d'écran juste derrière du site internet. Alors une partie de la page d'accueil en tout cas pour l'instant. Et l'outil permet aussi de faire interopérer les usagers inscrits sous forme de réseau social basique, on va dire, basique. Il ne faudrait pas qu'ils m'entendent. Twitter par exemple ou Facebook. Et par des simples messages écrits en français, avec un point de départ, un point d'arrivée, etc., d'essayer d'anticiper également éventuellement leur autostop. Alors du coup, ça ne s'appellerait plus vraiment de l'autostop, mais plutôt peut-être du covoiturage sur des distances courtes, quoi. Parce qu'on covoiture plus difficilement sur des petites distances, ce qui est le cas donc dans notre cas. Dernière minute, rapidement. Oui, et dernière minute. Voilà, donc... ça, je parle du dispositif numérique. Ce qui est important aussi, c'est sur le territoire, nous avons mis en place des panneaux, donc des endroits qui matérialisent les endroits de pause et de dépose des individus. Alors, du coup, c'est pas forcément les meilleurs endroits, parce que les meilleurs endroits, on les a bien identifiés, c'est les arrêts de bus. Mais comme il y a la problématique de l'usage, on s'est déporté légèrement. Mais en se déportant légèrement, on se bloque d'un arrêt minute, tout fait, tout propre, tout sécurisé. Voilà, bref. Donc différents freins, vous imaginez bien, pour lancer ce genre de choses, quoi. Donc ça vient de démarrer, hein, donc on ne peut pas encore en faire un bilan. On va continuer à animer ce projet-là. Ça demande énormément de temps, bien entendu. Et on envisage bien sûr, comme EOP, de sûrement créer un poste pour 2019, en tout cas à partir de 2019, pour un peu aider l'équipe bénévole, parce que tout ça c'est fait avec des citoyens bénévoles qui font ça en plus de leur travail du quotidien. Et voilà, il faut savoir que ça pèse lourd. On fait du service public de transport, donc voilà, on aura besoin d'aide incessamment sous peu pour développer, continuer à développer ce projet-là. Et encore une fois, voilà, on s'insère dans l'intermodalité, hein, le covoiturage, le site d'EOP sur des grandes distances, ça marche très bien. Sur les petites distances, il faut peut-être réfléchir encore à une alternative. Donc, c'est pourquoi on essaye de remettre au goût du jour l'autostop. Voilà. Excuse-moi, on ne fait pas des grandes distances, hein. Enfin, WestGo, sur WestGo, c'est pas forcément des grandes distances, c'est vraiment du covoiturage du quotidien. Donc c'est vrai que ça peut faire 20 km, 30 km, mais quand tout à l'heure, M. Laellec disait, c'est un projet aussi qui est destiné à grandir, en fait.
Ça veut dire que l'enjeu de Wesgo, par exemple, c'est aussi, enfin qu'on accompagne, hein, je dis hop plus Wesgo en fait, c'est de faire du covoiturage pour l'accès aux biens, services et équipements. Et tu vois, du coup là, les trajets sont plus courts aussi. Si c'est pour aller au marché, c'est 5 km, mais quand on n'a pas de mobilité, c'est 5 km de trop. Donc il y a aussi quand même cet aspect-là sur Wesgo aussi à venir en fait, quoi. C'est pas incompatible, justement. Merci à tous les deux. On va vous applaudir, s'il vous plaît.